Et vous tombez souvent amoureux? Honnêtement, tout le temps. Je suis honnête, hein, je Ah vous oui, le dis. oui, hein, mais vous non, êtes très mais- honnête, c'est bien, il faut. Hein. Ah oui. Ça donne pas très envie en tout cas. Non, mais disons. Ça perd de sa rareté. Non, mais je sais, ça fait. Ça paraît étrange comme ça, mais disons que je suis amoureux de l'amour, j'aime bien les sentiments amoureux. Oui, j'ai compris, oui. Mais dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit les femmes, la musique, les légumes, tout ça. Oui, mais. Ouais. Donc vous tombez pas amoureux d'une personne, c'est le sentiment, vous êtes amoureux de l'amour, donc voilà, vous passez d'une femme à l'autre. Donc j'imagine que vous les trompez souvent. Tout le temps. Et moi, ça le mérite d'être franc. Mais faut pas s'attacher à vous, en tout cas. Bonsoir. L'image de la semaine, c'est assurément ce que vous venez de voir, un extrait de 1+1, le nouveau Claude Lelouch, avec Dujardin, avec une magnifique Elsa Zilberstein, merci. Merci pour moi. Déjà, je m'étrangle tant l'émotion est forte après avoir découvert ce film dont on va parler tout à l'heure. Vous êtes sur Cinéwatch, c'est l'actu du cinéma, c'est l'actu des sorties. Générique. Cinéwatch est avec nous ce soir, la guest, elle s'appelle Yael Hirsch. Aurais-je du mal ce soir avec le prénom Yael? Peut-être, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est encore l'émotion. Tout ça, c'est la faute à Lelouch, on va le dire ça comme ça. Yael Hirsch, donc, toute la culture.com, un site magnifique que tu as initié, que tu diriges, que tu animes. Où on parle de toute la culture avec une équipe très chouette depuis 2012. Depuis 2012, et beaucoup de cinéma, pas évidemment. Mal de cinéma, ouais. Avec pas mal de coups de cœur. On va en parler très rapidement, puisque tu fais partie de ceux qui ont eu un crush pour 1+1, donc le nouveau film de Claude Lelouch. Mais on va commencer avec quelque chose de tout à fait différent, un documentaire qui avait été présenté à Cannes, qui raconte l'histoire de Salvador Allende, mais vu par sa petite fille. Salvador Allende avait été le président du Chili, vous en souvenez peut-être, ou si vous ne vous en souvenez pas, il est bon de le rappeler, qui avait été débarqué du pouvoir par Pinochet, l'infâme Pinochet, avec l'aide des Américains, etc., etc. Et donc, ici, ce que nous propose sa petite fille, c'est un portrait intime, tout en douceur, mais avec un fond de douleur très très fort. Regardez. Abuela, ¿usted imaginó cómo sería su vida cuando se casó con el Chicho? ¿Cuándo vas a hacer permiso a tu darle ese hijo? Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis... Recordar ese 11 de septiembre de 1973 para mí es una pesadilla. Después de ese día, yo perdí a mi marido, he perdido una hija, mis nietos están dispersos en diversas partes del mundo. A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo la violación de los derechos humanos en Chile y el legado de mi abuelo, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Sin embargo, como habían pasado 35 años del golpe, volví de nuevo a Chile con la esperanza de que fuera menos doloroso desempolvar los recuerdos. ¿Y qué es lo que te interesa saber del Chicho? Todo. A qué hora se levantaba, qué comía, sus amigos. A mí me negaron conocer a mi abuelo. La abuela no sabe que tú tienes una foto dedicada. No, una, dos. Nadie nunca te preguntó más. No arranques. A veces quiero decir cosas que no me salen. Sentimientos que tengo muy profundos, como bloqueo. Tú sabes cómo yo sufro en estas cosas. Un portrait intime donc de Salvador Allende par sa nièce, Marcia, 40 ans après les événements. Un doc qu'on vraiment je vous conseille parce que c'est de l'histoire, mais c'est une histoire affective, c'est une histoire émotionnelle, c'est une histoire tout court. Et c'est fait avec beaucoup de délicatesse. Et je pense qu'on peut être loin, comme on est loin de Santiago et du continent sud-américain, et s'attacher à ce portrait
tout en finesse. On va parler un petit peu d'actu, une actu qui s'est déroulée en fin de semaine dernière. C'est le festival de Belfort. Et c'est l'une des premières choses dont tu vas nous parler, Yael, puisque j'étais au festival Entrevue. Toute la culture est partenaire depuis un certain nombre d'années. C'est un festival qui existe depuis 30 ans. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival de cinéma indépendant, c'est ça ? C'est un festival de cinéma indépendant qui est un cinéma où on repère des premiers, deuxième, troisième longs métrages de partout dans le monde. Et là, comme c'est la 30e année officielle, en fait, Lily Instinct, la directrice du festival, m'a expliqué que c'était quelque chose qui existe depuis plus longtemps que ça, pratiquement 47 ans. Mais ils ont commencé à compter il y a 30 ans. On a fêté ce 30e anniversaire et elle a lancé un jeu assez passionnant, un jeu de cadavre exquis, où elle envoyait une image de fin de film à un des réalisateurs. Alors ça peut être les frères Larieux, ça peut être Radou Djoudé, ça peut être Serge Boson qui était présent. Et le réalisateur, à partir d'une image sans titre, sans rien, devait lui penser à un film. Et donc il y avait tout un cycle comme ça de cadavres exquis, de films qui avaient inspiré ou qui travaillaient l'inconscient des réalisateurs révélés ou pour qui Belfort a été important. Effectivement, c'est amusant comme idée. Donc le public assistait à ça, par exemple ? Et le public allait voir les films. Donc c'est comme ça que j'ai revu La prisonnière du désert, ou c'est comme ça que j'ai vu On the Town, qui sort bientôt en version restaurée. Donc la comédie musicale avec Frank Sinatra et Gene Kelly. Belfort, c'est une compétition assez exigeante, avec des premiers, deuxièmes, parfois troisième long métrage, et toujours les longs métrages sont présentés avec court métrage dans la compétition. Donc chaque session a vraiment un court métrage, un long métrage. Et là, cette année, celui qui a le plus ému le jury, il n'y a pas vraiment de président du jury, mais disons la figure connue du jury était Marilyn Canto, actrice et réalisatrice. Formidable comédienne. Voilà, et le film primé est un premier film israélien de Efrat Koren, qui s'appelle Ben Zaken, et qui suit une famille israélienne un peu décomposée dans un HLM à Ashkelon, donc pas très loin de Sderot, là où il y avait pas mal de... Mais tout le conflit n'est pas présent. On est vraiment focalisé sur le social, focalisé sur l'architecture du HLM, et focalisé sur une petite gamine de 10 ans qui est une actrice incroyable, mais pas actrice, mais incroyable, qui est là avec son père. La mère veut pas la voir, et le père a été récupéré par la maman et le frère, qui essayent de le mettre au travail. Le père est assez déprimé, et la question est de savoir est-ce qu'il va devoir se séparer de sa fille ou pas. Ça fend le cœur. Formellement, c'est magnifique. Il y a vraiment un jeu sur l'architecture, et c'est très beau. Et... le festival, comment vit un festival comme Belfort ? Tu me dis 47 ans d'existence, même s'ils officiellement 30. Officiellement 30. Ils ont énormément de sponsors. En termes de notoriété, comment ils vivent, comment ils survivent ou comment ils se font entendre ? Qui étaient les médias, par exemple, présents globalement, le monde, l'humanité, pas mal de médias étaient là, les journalistes qui aiment ce genre de cinéma. Et le public, c'est un festival de public. À part les Eurockéennes, à Belfort, l'autre grand festival, c'est vraiment Entrevue, qu'on considère souvent comme le plus petit, le plus grand des petits festivals, peut-être, ou le plus petit des grands festivals, quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose d'assez joli, parce que c'est dans un pâté c'est dans Belfort, mais presque au bout de la grande promenade. On a 10 minutes à pied du Lion, mais ça va. Et les familles viennent voir des films muets allemands, et les familles viennent au festival. Il y a le goût du cinéma, et il y a le goût du cinéma de patrimoine, Et du cinéma de genre aussi. Il peut y avoir du cinéma de genre. Il y a des cycles divers et variés. Cette année, il y avait Bon Django et Yosef Liani dans les cycles. Mais voilà, les familles viennent. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des résonances entre les films des cycles et les films de la compétition. Il y a des choses qui se passent en revoyant, par exemple, La prisonnière du désert. Il y avait un des films de la compétition qui s'appelle Western, qui travaillait sur le mythe. Et ça fonctionne assez bien, souvent. On peut pas, je pense que c'est difficile de voir 3 films de la compétition par jour, sauf si on est journaliste et là pour ça. Donc en général, on en voit un, et après les autres cycles viennent. Ça vient en résonance. Après, il y a une super ambiance. Oui, parce que l'aspect agréable de ce genre de festival, où on est vraiment dans le cœur de la ville, lorsqu'on est journaliste amené à couvrir ça, c'est aussi de partager un peu de cette vie quotidienne d'une ville de province. Pendant le festival, tout le monde en parle. Évidemment, les Eurockéennes sont liées, donc il y a un prix de musique de film qui s'appelle One Plus One. Et cette année, c'est Amé de la Rumeur qui était le président du jury. Il encadre des lycéens. Les lycéens du coin viennent aussi voir, et ils sont très présents. Ils mettent une ambiance folle en salle. Et puis le soir, il y a des concerts. Là, il y avait Mehdi Zana qui fait la musique de tous les films de Serge Boson, et Serge Boson mixé après sur de la musique des années 60 à la Poudrière, qui est l'espèce de qui est la boîte ou la salle de musique
sous le lion de Belfort. Donc il y a une très forte ambiance et une très forte concentration la journée et beaucoup de danse, je dois avouer, le soir à Belfort. Très bien. Est-ce que tu crois qu'au cœur de l'océan aurait eu sa place au festival au Belfort? C'est une question un peu stupide parce qu'à mon sens, elle m'offre juste une transition, mais je ne pense pas. Elle avait une grande affiche dans le pâté de Cœur de l'Océan. Ah oui. Je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup parlé, mais pourquoi pas en fait? Il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de sectarisme, c'est pas parce que c'est un. Il y a des films tout à fait grand public. Comme celui-ci, comme Au cœur de l'Océan, donc une relecture de Moby Dick par Ron Howard. Ron Howard, le cinéaste habitué de grands blockbusters et de grands films populaires, j'ai envie de dire, de grandes séries B populaires. S'attaquer à Moby Dick, c'était un drôle de morceau en soi. On va se mettre dans l'ambiance, on va mettre le ciré, on va essayer de ne pas passer par-dessus bord et on s'accroche aux images. We were headed for the edge of sanity. Like we were apparitions, phantoms. Trust gave way to doubt. Hope to superstition. Tragedy of the Essex is the story of men. Demon. Un film qui se termine en queue de poisson, ça pourrait fonctionner, sauf qu'un cachalot n'est pas un poisson à ma connaissance, une baleine non plus, non. Mais un film très très spectaculaire, c'est-à-dire que les moyens techniques mis au service de Ron Howard et de son art touchent une espèce de zénith, et en même temps, il y a quelque chose comment dire, comment te dirais-je, Yael? C'est-à-dire que c'est une formidable série B. Ça fait penser à tout un tas de films de pirates que faisait Hollywood dans les années 50, avec cette dimension, voilà, c'est des grands sentiments, des personnages bien taillés, comment dire, un combat pour l'honneur entre des personnages opposés. Tout ça est un peu calibré, un peu stéréotypé, mais c'est fait malgré tout avec beaucoup de chaleur, beaucoup de sincérité. Alors après, moi, il y a une chose qui me gêne, je ne sais pas si tu es adepte de ce genre de film, c'est qu'aujourd'hui, le fond vert, les paysages digitalisés, au bout d'un moment, pourquoi on ne filme pas juste un vrai village au fond de la baie d'Hudson ou ailleurs, et pas un village recomposé sur ordinateur. C'est un peu frustrant, à mon sens. C'est-à-dire que le cinéma doit avoir encore un peu de chair. Il a de la chair dans le film de Ron Howard à travers les personnages, mais à travers le décorum et tout ça, je trouve que ça met un tout petit peu de distance. Cependant, on va revoir une scène en particulier qui met vraiment dans l'ambiance, et les scènes de combat sont spectaculaires. Capitaine, une tempête sur tribord. Il faut diminuer de toile sans tarder. N'allons pas si vite en besogne. On fonce dedans à plus de 8 nœuds, capitaine, et elle va encore plus vite que ça. Qu'elles viennent. Des mois sur Terre ont ramolli nos hommes. Il faut les remettre dans le bain et leur montrer que notre travail a commencé. Si on diminue pas de toile et qu'on vire pas de bord, on va la prendre de travers. Monsieur Chase, nous tiendrons notre route. Monsieur Lawrence,
Maintenez le cap. Je maintiens le cap, capitaine. Nous perdrions une demi-journée à fuir de la sorte. Nous allons l'allonger au plus près. Si nos matelots ne savent essuyer un grain de cette sorte, pauvres de nous. Au cœur de l'océan, en VF. J'ai volontairement mis cet extrait en VF parce que je trouve qu'il souligne le côté série B. Tous ces films qu'on voyait lorsqu'on était gamin à la télé, genre La dernière séance d'Eddie Mitchell ou autre. Je suis pas sûr que le film en sorte gagnant forcément, mais disons que pour toucher le plus grand public au-delà de Paris, c'est nécessaire. Tu es plutôt adepte de la VO, quoi qu'il arrive, mais quelle que soit la langue. Oui, un peu snob parisienne peut-être, mais non, mais j'ai des souvenirs de films un peu comme ça, oui, enfant, et Ouais. j'y vais moins maintenant. Tu y vas moins. Ouais. Au cœur de l'océan vaut aussi pour les scènes de combat avec l'animal qui fait peur et mobilise 5 hommes par goélette. C'est l'extrait suivant et il est particulièrement spectaculaire. What was that, Mr. Lawrence? God damn it. Fine, Mr. Lawrence! Au cœur de l'océan, Ron Howard, un film spectaculaire comme vous venez de le voir, un film grand public, je vous le confirme, et un grand film un peu inconscient aussi, parce que finalement, depuis Titanic, on sait que faire un film qui se passe sur un bateau peut porter malheur. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, c'est une difficulté ajoutée pour un réalisateur de devoir faire vivre une caméra sur un pont, et même si la pleine mer est recomposée en studio dans de grandes piscines géantes, c'est quand même assez gonflé, et on lui doit ce mérite à Ron Howard. Vous vous souvenez, tu te souviens qui était Ron Howard, ou tu étais trop petite pour avoir vu Happy Days? On l'a dit mille fois, du petit rouquin. Je regardais Happy Days, Tu regardais absolument Happy Days. Petite. On emmène les enfants alors, ou pas, ou c'est trop Ah oui, angoissant? non, je pense que tu peux emmener les enfants sans problème à partir de 10-12 ans. Je pense que c'est typiquement 10, 12, 14, allez, on va dire, même si c'est un film d'époque, je pense que ce que ça raconte peut effectivement embarquer un public d'enfants. Le film suivant, Yael, nous l'avons vu à Cannes. On l'a vu à Cannes. Sous un titre qui En était... compétition officielle. En compétition officielle, réalisé par Lars von Trier. Joachim. Le neveu. J'ai dit Lars. Oui, Joachim Trier. Je crois que c'est le neveu. Tu es bonne aussi comme script, je te remercie. Tu me permets de marcher dans les clous. Donc, on l'a vu sous le titre Louder Than Bombs, et le titre a changé. Pourquoi? À cause des attentats du 13 novembre. D'accord, et donc aujourd'hui, le film s'appelle Back Home. There's no story in a car accident. So people have to make one up. They have to invent something so that they have something to blame. It's our life. It's our family's life.
They love you. You can feel it. And you love them too. More than anything. Back Home de Joachim Trier, sorti ce mercredi avec Isabelle Huppert au sommet. Qu'est-ce que vous avez pensé Alors, en compétition avec mon complice de toute la culture, Geoffrey Nabavi, on a été très déçus. C'est vrai qu'on avait été très touchés par le charme, la mélancolie, les ciels un peu pâles de Oslo 15 août. Cette espèce de feu follet, enfin c'était une reprise du feu follet, hein, mais en version nordique. Et là, on trouvait que c'était un peu convenu. On nous annonce Isabelle Huppert, elle est là en flash. Je suis fan absolue de Gabriel Byrne, mais voilà, voilà. Tu te convaincs moins là. Et au début, on est très focalisé sur le petit, enfin sur la peine du garçon, et ça marche assez bien. Et puis petit à petit, c'est voilà, on perd un peu l'intérêt pour l'intrigue. Voilà, dans la mise en scène aussi. Donc elle joue un reporter de guerre. Oui, qui a disparu. Donc elle est morte. Ça commence par là. Et donc on essaie de comprendre le pourquoi, le comment de cette disparition. C'est un film assez austère, hein, assez austère, dont la présence de Jesse Eisenberg surprend un petit peu dans ce contexte. Ou alors c'est parce que ce garçon est capable de jouer de tout finalement. Il est bon. Il est bon. Mais c'est vrai qu'à côté d'Isabelle Huppert, il y a une espèce de surprise, quoi, manifeste. C'est vrai qu'Isabelle Huppert présence par flash, mais elle est mise très très en avant dans les images qu'on vient de voir, mais dans tous les extraits qui sont montrés, elle est omniprésente. Elle est comment dire, l'égérie, mais d'une sécheresse, elle est vraiment l'impression d'être à chaque fois au plus près de l'art dramatique, quoi. Pas de scorie, jamais rien de trop, quoi. Cela dit, c'est un film, je le répète, un peu austère. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir changé le titre, Back Home. Compte tenu du contexte, on l'a fait pour ça. Est-ce que tu crois que ça peut rendre le film ça aurait dissuadé les gens de... Non, ça ne aurait pas dissuadé. Mais dans les 2 premières semaines, je crois que les gens étaient tellement émus. Ouais. Donc Made in France a été repoussé, ce titre-là a été changé. Il y a eu un truc comme ça de pas vouloir confronter les gens tout de suite à quelque chose qui était du traumatisme. Qui pourrait leur rappeler trop ce qu'on a vécu, effectivement. Très bien. Et ben peut-être qu'après une transition, on va parler d'un film qui n'a rien à voir avec l'actualité. Et c'est ce qui le rend absolument délicieux. J'ai osé. C'est bien. C'est vrai que c'est super. C'est super. Bélier. La famille Bélier dans le film dont nous allons parler maintenant, La vraie famille Bélier. C'est un film islandais qui avait été présenté là aussi à Cannes. C'est formidable la quantité de films qu'on a vus cette année à Cannes qui sortent régulièrement toutes les semaines. Celui-ci était en catégorie Un certain regard, il a été primé. Et c'est une véritable surprise parce que voilà, si un film c'est un voyage, si un film c'est un dépaysement, celui-ci devrait avoir la palme et l'Oscar qui va avec. Regardez. Þetta að standa sig vel. Já. Og býr nú hérna við hliðina. Heldurðu þú getur nokkuð talað við hann? Þeir eru bræður, eða ekki? Kitty tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með Rútinsbrota. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Ef eigi að útrýma veikinni, þá verður að skera allan dalinn. Bélier, un film islandais de Grímur Akonarson, et j'insulte personne en
disant ça à Connerson. C'est... Voilà, on devrait peut-être suggérer l'apprentissage de l'islandais en 3e langue pour qu'on ne soit pas heurté par ce genre de sonorité. Plaisanterie stupide mise à part, une bouffée d'air frais, dit l'affiche, mais c'est vrai, Bélier, 2 frères et des béliers, 2 frères tête de mule, quoi, parce que le film repose effectivement sur l'affrontement entre ces deux barbus acariâtres, jaloux. C'est une histoire de famille, en fait. C'est juste une histoire de famille, et je pense qu'on peut retrouver tout un tas de clivages comme ça, de guéguerres, qui pourront vous rappeler peut-être, je dis bien peut-être les vôtres, on ne va pas nécessairement au cinéma pour s'identifier à chaque fois. En tout cas, voilà. Ou alors à moins de s'identifier au bélier, ce qui serait une expérience tout à fait surréaliste, et là on changerait de registre, c'est pas le but. Bélier, un film à voir, parce que vous allez décoller, vous allez être dépaysé de manière garantie. Je garantis. Et on va rester dans le monde animal. Cette semaine, il semble que les distributeurs se soient donné le mot entre les cachalots, les béliers et maintenant les chiens de montagne, parce qu'on va parler de Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, là encore, souvenir d'enfance, souvenir de notre enfance, mais souvenir de nos enfants désormais, puisqu'il s'agit du 2e épisode de la saga remise au goût du jour. Belle et Sébastien, qui a été un des films, on l'a appris la semaine dernière, qui a été un des films français qui ont eu le plus gros succès hors de nos frontières. Mais on comprend, parce que ça se passe de mots, c'est Belle et Sébastien, et il n'y a qu'à suivre leur chemin. Image. Allez, viens, Belle. Tu vas voir, tu vas adorer. C'est parti. C'est pour votre fils? C'est tout comme. J'espère que ça va lui plaire. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Mayday, on a un avarie de moteur. Elle est où? Je suis sûr qu'elle n'est pas morte. Ce qu'il faut, c'est survoler la zone. C'est quoi ça, oh? Ben, c'est un chien. C'est pas un chien, c'est un ours, ça. Il meurt pas. Sans blague. Vous êtes le seul à pouvoir nous aider. Qui vous envoie? Personne. Eh ben, il a dû vous dire que j'avais pas le temps. Tiens, le foulard d'Angelina. Cherche-la. Je vous assure, elle meurt pas. Oh ben n'empêche. Je préfère que tu l'attaches. Et à partir de maintenant, c'est moi qui commande. C'est clair? Mais je l'attache pas. Par ici, il y a un passage. On est piégé. Et à partir de maintenant, c'est moi qui commande. C'est clair? Il la rajoutera. Belle et Sébastien, l'aventure continue. Et j'arrive à me passer presque de mes lunettes. Vous avez vu? Regardez, je vais les poser d'ailleurs. Est-ce bien raisonnable? Oui. C'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Il faut fermer les yeux pour le café. Belle et Sébastien, un des gros succès d'il y a 2 ans, un des gros succès du cinéma français hors de nos frontières. Un film tout public, Noël s'annonce, et on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Et si on se faisait une petite transition avant d'évoquer le film suivant, et là on va descendre en taille, mais on va rester dans le monde animal, on va s'approcher du monde rampant, en tout cas à travers ce qu'évoque le titre du film qui va suivre. Car le film qui va suivre s'appelle Cafard. Cafard, un film d'animation d'une très très grande ambition, un film, une production franco-belge, un film avec les voix de Benoît Magimel, de Jean-Hugues Anglade, de Julie Gaillet, un film qui pousse assez loin les limites de l'animation et qui rappelle un film que nous avions beaucoup aimé il y a quelques années, qui s'appelait Valse avec Bachir. Tu confirmes? Parce que le procédé utilisé est le même, on va en parler après. Voici la bande-annonce. J'ai gagné! Tu te rends compte, moi, champion? Non. Et c'est quoi? Ma petite fille. Les poches là sont faites. Halt! Ihre Papiere, bitte. L'armée belge est en train de réorganiser à Paris. Je sais qui cherche des volontaires.
pas que ça allait leur donner une bonne raclée à tous ces boches sur leurs fesses toutes nues. Et juste pour 2 semaines. Écoute ce que je te dis, Jean. Tu vas voir que la guerre sera finie en un rien de temps. Les Français, c'est mon neveu. Ne vous embête pas trop. Hein. Nom de Dieu, t'entends? Ils nous ont tiré dessus! Ça va pas bien, tonton. Non, ça va pas bien du tout. Tu ferais mieux d'essayer de penser aux autres au lieu de tirer la tête et de nous emmerder tous les jours avec ta Mimi. Elle a été violée, ouais. Et alors? Toute la Russie a été violée. Je vous embête avec mes souvenirs. Ah non, on a tous nos souvenirs. Cafard de Yann Burtel, réalisateur belge. Alors oui, un film d'animation, mais d'un genre un peu particulier, parce qu'il a eu recours à ce qu'on appelle la motion capture. Tu sais ce que c'est, la motion capture? Petite pause technique. Explique-moi, Petite pause ce que c'est que la motion capture. La motion capture consiste à placer des capteurs sur le corps des acteurs pour capter leurs mouvements, comme on le fait sur les jeux vidéo, essentiellement sur les jeux vidéo. Et alors, en quoi ça fonctionne particulièrement bien avec des films à portée historique? C'est une bonne question, Yael. Je te remercie de me l'avoir posée. Mais il semble que c'est une question de budget aussi. Le film a été tourné en 3 semaines après, en studio à Angoulême, où on sait de grands moyens techniques sont offerts aux gens du cinéma en matière d'animation notamment. Et parce que on fait jouer des acteurs qui n'en sont pas, ce sont plus des figurants qui ont fait jouer des scènes écrites dans le scénario et pas du tout il n'y a rien de storyboardé là-dedans. Et qu'après, tout le travail de l'artiste, du réalisateur, consiste à dessiner derrière l'arrière-plan et à conceptualiser les personnages. Alors donc, le film s'appuie aussi sur l'importance donnée aux voix, mais contrairement à ce qui se passe souvent sur les films américains, les acteurs qui prêtent leur voix ne sont pas que des prétextes. Il y a un véritable travail d'acteur au service de ce film qui s'appelle Cafard. Donc, vous allez le voir tout de suite avec le petit making-of qu'on vous propose. C'est un survivant, mais c'est surtout un résistant. Il a une force, une mentale plus forte que les autres, quoi. Et pourtant, au début, on se dit tiens, il va pas tenir 2 minutes parce que il a l'air d'un enfant dans sa façon d'être. Et petit à petit, finalement, il se révèle en tant qu'homme aussi. On a l'impression qu'il devient un père et un homme vraiment à la fin. Tu pourrais m'écouter une seconde? Le bolchevique, combattant de mes dieux, quoi. Tout ça, tu veux que je te dise à quoi ça va mener, hein? C'est un peu plus simple, tu sais. Toi, tu tires sur moi. Et je te tire dessus aussi. Quel sera le résultat? Tu seras mort. Et je serai mort. On sera tous les 2 morts. Aussi simple que ça. Ce que je pense du film, beaucoup de bonnes choses. J'ai beaucoup aimé le découvrir et j'ai beaucoup aimé qu'on me propose un des rôles principaux à doubler. Voilà bien là-dedans? Oh non, merci. C'est hors de question. Le moteur, c'est un Minerva. Oui, mais c'est des Peugeot, genre. Des Peugeot. Et le châssis, hein. T'as vu le châssis? Est-ce que relevé? Et le blindage est trop lourd. Les pneus tiendront jamais. Et les doubles pneus à l'arrière. Hein? T'as déjà roulé dans la boue avec ça? C'est impossible, vieux. C'est de la camelotange. Attends, c'est pas toi qui nous as fait venir ici? Attends, c'est pas moi, hein. Jean, tu vas devoir faire avec ça, mon vieux. C'est un travail très particulier, très singulier, qui est un très bon exercice d'acteur. Aujourd'hui, un film d'animation peut demander aussi une très grande exigence de jeu au niveau des acteurs. Là, écoutez, des femmes et des jeunes filles mutilées, horriblement mutilées et violées. Violées? Salaud! Vous savez ce que c'est, ça? Guido, ça suffit. C'est pas nouveau, toute l'Europe le sait. Oh, Guido, c'est bon, on a tous compris, ça suffit. Tu te tais, d'accord? Le monde est au bord du gouffre et nous, on reste ici, les pieds sous la table. Please, journal, et ne parle pas si fort, tu vas finir. Voilà,
Cafard, hein, une production tout à fait originale sur les écrans à partir de ce mercredi 9 et en perspective avec les vacances pour perspective, bien qu'il ne s'agisse pas d'un film pour enfants. Attention, c'est un dessin animé pour adultes. Le sujet, c'est la guerre. Le propos est ambitieux. N'allez pas vous fourvoyer parce qu'on peut passer un mauvais moment si on est un enfant face à un film aussi graphique, parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Le film qui suit est peut-être aussi une œuvre d'art. En tout cas, tu vas me le dire, Yael. Je vais vous le dire, c'est le grand retour de Zulawski qu'on n'a pas vu. André Zulawski. Qu'on n'a pas vu depuis 2000, depuis 15 ans. Oui. Le dernier film était avec son ex-femme Sophie Marceau. Donc. Oui. Et le film s'appelle Cosmos. Rien que ça. C'est d'après un livre de Gombrowicz, donc l'auteur polonais, un peu surréaliste, très caustique. Et c'est son producteur, Paul Branco, de chez Alpha Film, qui est allé chercher Zulawski en lui proposant d'adapter ce roman qui est un peu un des gros romans touffus des années 60, grand roman du XXe siècle. Et Zulawski en a fait un film français. Enfin, un film français et polonais, c'est drôle. Il y a toute l'ironie et tout l'humour de Gombrowicz. Au niveau casting, on a Sabine Azema d'un côté, Jean-François Balmer. Oui, alors, le pitch, c'est simple. Allez, pitch. Il y a deux étudiants, deux jeunes hommes, un étudiant, l'autre boss, qui se retrouvent dans une pension de famille. On est dans l'ambiance Mittel Europa qui n'existe plus, mais la pension de famille est au bord de la mer avec un temps pourri, tenue par Sabine Azema et Jean-François Balmer, qui sont un peu un couple de Thénardier ou de Deschiens, entre les deux. Ils sont un peu figurants, mais c'est bien très drôle, très très drôle. Et on adore voir Sabine Azema en forme comme ça et toujours aussi drôle. Et donc c'est les deux jeunes hommes, dont un est Johan Libero, dans un personnage de Parisien qui a trop bossé dans la mode, qui a fait un burn-out et qui vient se reposer. A priori très matérialiste, mais petit à petit, ses références se raffinent et on sent qu'il est loin d'être ignare. Personnage un peu à la Ozon, je dirais, Johan Libero. Et un jeune premier nouveau, Jonathan Jeunet, qui est absolument extraordinaire, qui est un grand ado gothique, qui adore la littérature et qui cite Victor Hugo tout le temps, très très suranné, comme ça, comme une figure de l'étudiant dans les romans de la fin du 19e siècle, qui a raté son droit. Enfin, son année de droit, enfin, plus ça de nos jours, mais oui, voilà, qui a raté son droit, et ses parents l'envoient dans la pension pour qu'il révise. Et les deux gars se retrouvent. Évidemment, il y a la belle-fille du couple de Thénardier, qui est une espèce de sirène. Elle est très mariée avec le fils du couple, mais complètement sexy, en train de fumer ses cigarettes, en tout cas, le jeune romantique bave. Et tout est dans un huis clos comme ça, avec un jardin un peu inquiétant, et on retrouve des moineaux pendus. Et ils se mettent dans une grande enquête. Et alors, leur été se passe pas du tout à réviser ou à se reposer, mais entre l'enquête de terrain, avec l'ambiance un peu fantastique, et des petits moments de débrief à la mer, sous un parapluie. Ils mettent le maillot et tout, mais sous un parapluie pour aller débriefer leur enquête à la mer. Et c'est fin, c'est drôle. Zulawski reste complètement hystérique, mais avec une espèce de distance amusée. Mais l'hystérie est et c'est pas un jugement de valeur, mais l'hystérie est une des composantes du cinéma de Zulawski, non ? Mais oui, absolument. Mais là, il y a une espèce de distance amusée, une espèce de tendresse forte, des personnages qui sont à la fois des archétypes de la littérature 19e, et en fait qui modernisent. Et je dis, il y a l'ironie de Gombrowicz, mais c'est un film français par la brillance des dialogues, la justesse, les petites références. Et c'est quelque chose moi que j'ai complètement adoré. J'ai passé 2 heures, 1h40, absolument magnifique. Cet humour dont tu parles, j'ai pas vu le film, pour moi est une surprise, parce que pour le coup, il y a une gravité dans le cinéma de Zulawski. L'humour, j'ai eu du mal à le percevoir globalement jusqu'ici. Là, il est vraiment drôle. Il se moque de lui-même, il fait des références à ses propres films, il se moque de lui-même. Et je crois qu'il y a une espèce de tendresse à l'égard de l'ado qu'il a été, et qui avait peur des femmes, et qui avait envie de grandir, et qui faisait jouer les vampires et le gothique. Il y a un truc comme ça qui se passe. Ouais. Polanski, Zulawski, même combat, j'ai envie de dire, en tout cas dans la manière d'approcher le temps qui passe, ou pas du tout? Je suis pas sûre. Polanski a peut-être fait plus vite des compromis avec l'hystérie, je dirais. C'est beaucoup plus. Enfin, les derniers Polanski sont très très maîtrisés. Oui. Sont presque théâtre. Enfin, c'est du théâtre en fait. Les derniers Polanski. Ah oui, là pour le coup, on est dans un même endroit, c'est un huis clos, mais il filme la nature. Le lieu est un personnage, et donc on est loin du théâtre. Même s'il y a. Il y a un travail d'image, il y a un travail de mise en scène, il y a un travail de photographie qui est absolument magnifique. Donc, tu conseilles absolument. Il faut avoir envie de ce genre de film, encore une fois. Mais oui, si on aime ce genre de film, si on aime et les films français et l'ironie de Gombrowicz, foncez. Moi, en tout cas, tu m'as conquis, tu m'as convaincu, et ça fait partie des films que je n'avais pas vus cette semaine, que j'irai voir dès demain, par exemple.
puisqu'on passe en revue les films à sortir ce mercredi 9. On enchaîne avec quoi d'ailleurs? Tiens, une bonne question. Est-ce que tu sais avec quoi on enchaîne? Un film italien immanquable, d'après ce que tu m'as dit. Cette fois-ci, c'est moi qui ne l'ai pas vu et c'est moi qui courrai demain. Suburra, un film choc, un film coup de poing, avec Rome pour décor, Rome capitale de la mafia, Rome capitale d'un empire décadent. Berlusconi n'est pas là, mais les ruines continuent de gagner, semble-t-il, cette société italienne. Voici la bande-annonce, elle est prometteuse. Perché mi sei venuto a cercare? Per darti la mano. La Befana ti porterà sul conto delle fondazioni un paio di milioni di euro. In cambio mi serve la legge sulle periferie. Ma dopo qua che succede? Ossia diventa come Las Vegas. Tu devi fare solo la tua parte, il resto ci penso io. Tra qualche giorno il tuo partito, il governo, salta tutto per aria. Chiederò ai miei referenti di partito. I tuoi referenti non esistono più. Possiamo comprare chiunque. Che mi proteggevi tu, non hai fatto un cazzo! Ti sto chiedendo quello che mi spetta adesso! Voglio quello che è mio! Sei stato tu? È stata Roma. Suburra de Stefano Sollima, qui avait réalisé pour la télévision la version télé de Gomorrah, par exemple, ou de Romanzo Criminal. Donc c'est vraiment un faiseur, mais un faiseur dans le sens noble du terme, quelqu'un qui maîtrise la mise en scène et qui maîtrise l'image. Le film est assez surprenant d'abord, parce que cette violence, c'est pas... On ne l'associe pas nécessairement au cinéma italien, enfin, cette violence ou cette volonté d'action dans un film. Mais là où c'est surprenant, c'est que voilà, c'est comme si on avait pris ça reste la ville de la Grande Bellezza de Sorrentino, où tout d'un coup on aurait décadré et à la place des belles personnes, on aurait mis un aéropage comme ça de bandits, de macros et de filles légères. Pour illustrer ce sentiment, l'extrait qui suit me paraît éloquent. Qualcuno mi si sente male qua con sto fisichetto. A proposito, c'è pure uno che mi ha chiesto di te. Che devo fare? Tra l'altro sarebbe pure buono perché mi organizza un congresso l'anno prossimo qui a Roma. Potrei pure farlo io se mi ci mette una buona parola. Ma stasera non posso, sono già impegnata. Ma chi? Sempre con lui? Sì. Ogni sera gli devo trovare una diversa. Sto in fissa con sta cosa. Suburra ou Affreux Salé très méchant version 2015. C'est le film italien événement de la semaine, du moment, je crois. C'est un film assez atypique. On peut aimer le cinéma italien et être surpris par celui-là, par cette manière d'approcher
la vie italienne. Il nous reste 12 minutes pour 2 films. Deux films, mais un en particulier. Un dont tu brûles de parler déjà depuis presque 40 minutes. Exactement. On a commencé sur ce film. Vous devinez lequel ? Ben oui. 1+1. 1+1. De Claude Lelouch, avec Jean Dujardin, avec Elsa Zilberstein. Alors quoi, ça y est, il est soigné, Lelouch, il revient avec... Il revient, enfin ça fait longtemps. Moi Mais en tout cas, il y a une espèce de buzz général autour de ce film qui a été tourné vite et bien, comme sait faire Claude Lelouch, avec visiblement une alchimie entre les deux personnages qui fonctionne et qui donne envie. La preuve avec la bande-annonce. Je peux vous poser une question idiote ? Après ce qu'on vient de faire, oui, c'est celle que je préfère. Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde ? Moi. T'as une copine maintenant à Paris ? J'ai un peu trouvé mon moi, mais avec des nichons, tu vois ce que je veux dire ? C'est un grand honneur pour l'ambassade de France de saluer la présence d'Antoine Abélard, grand compositeur français. Bienvenue en Inde. Donc alors comme ça, vous êtes madame l'ambassadrice. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train d'embrasser la main de ma femme. Vous êtes mariés ? Ah non, mieux que ça. Je suis amoureux. Et elle fait quoi ? Elle est maçon. Elle est pianiste. D'accord. Une très grande pianiste. Est-ce que tu veux m'épouser ? Vous partez en voyage ? J'arrive pas à avoir un enfant, donc Ah, pardon. je vais sur le chemin de la fertilité. Et ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour ? Oui, non, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour ? Avoir un enfant. Ah oui. On y va là ! J'ai rêvé de vous cette nuit. Ah oui ? Ouais. Dans certains endroits, l'eau du Gange ne contient plus d'oxygène, rendant toute vie aquatique impossible. Le taux de bactéries coliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau. Vous trouvez pas qu'on en fait un peu trop là ? Pardon, mais j'ai le sentiment que vous vous apprêtez à oublier votre mari avec qui vous voulez avoir un enfant. Et moi, à humilier une femme qui rêve de m'épouser. Je suis pas très à l'aise avec ça. Puisque vous êtes si malin, qu'est-ce qu'on fait alors ? On va se monter une petite crêperie tous les deux. Non, mieux que ça, on vendra des nanes. Une ânerie. 1+1. Alors Yael, qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a séduit tant dans le nouveau Claude Lelouch ? C'est l'essentiel de Lelouch, c'est le couple. Un homme, une femme. Un homme, une femme, et le film vraiment bien, ça n'a pas bougé. Ça reste hyper moderne, ça reste hyper contemporain. Enfin, je pense qu'à tout âge, tout couple, on s'identifie à eux, qui sont en plus un couple adultère. Donc ça tient à la fois sur les dialogues, qui sont très bons, sur une certaine captation de l'intimité. C'est quelque chose de très juste sur l'intimité du couple, il a toujours été très fort là-dedans. Et sur les acteurs, enfin, beaucoup disent qu'avec Dujardin, il a retrouvé un alter ego. Il a retrouvé, oui. On dit qu'avec Dujardin, il a retrouvé le Jean-Paul Belmondo d'une belle fille comme moi. Je trouve quand il filme Johnny dans Salaud en thème, Johnny a tombé de touchant et d'émotion. Enfin, oui, mais là, le public ne répond pas. Pour le coup. Là, on peut espérer, on peut imaginer que... Alors, le début du film est un peu waouh, parce que ça se passe en Inde. C'est un couple... Enfin, voilà, il y a quand même toute une série de choses qu'on attend sur les expats en Inde et la recherche de la spiritualité en Inde. Il y a, sur cette histoire de couple adultère, il y a toute une série de choses sur l'adultère qui sont aussi très attendues. Et malgré ces écueils-là, il en fait quelque chose d'assez magique. Et je crois que le film démarre vraiment au moment où Jean Dujardin rentre dans sa chambre après la première réception, il a rencontré Elsa Zilberstein, et il a un rêve. Et il y a un mélange de flashbacks du passé et de rêves que Lelouch filme sur le même plan que la réalité. Comme s'il nous livrait à la fois comme s'il nous livrait les inconscients de ses personnages et à la fois cette fameuse spiritualité qu'il va chercher en Inde, mais avec une espèce de réalisme comme ça. On se repasse la scène en vrai, avec un truc cru, enfin voilà, comme ça, triple lecture, quoi, une espèce d'ambition. C'est des petits moments dans le film, mais à partir du moment où il y a ce premier moment là où Jean Dujardin se dit qu'il rêve que, bon, je vais pas faire de spoiler, mais il s'imagine une scène, c'est pas vraiment un rêve. À ce moment-là, le film démarre et il y a vraiment cette espèce d'intimité qui se crée entre les deux personnages. Et à partir de ce moment-là, leur recherche de spiritualité, parce qu'ils se retrouvent tous les deux à aller voir une femme qui existe en Inde, qui est une espèce de sainte qui s'appelle Amma, qui prend les gens dans ses bras. Et la reine du ça, vraiment, les scènes sont très réussies. On sent l'émotion que les acteurs ont senti là, parce que j'ai croisé Elsa Zilberstein qui me parlait de son émotion à faire le film, sa peur de plonger dans le Gange. Et oui, il y a une grande émotion et on le sent.
Et entre eux, surtout, ça fonctionne. Il y a quelque chose où on a l'impression que Lelouch met les acteurs à nu. Et les met à nu dans le fait de se découvrir l'un l'autre. Et il y a quelque chose là qui est évidemment qui semble très effet de réel sur le sentiment amoureux. Eh bien, écoutons Claude Lelouch parler du sentiment amoureux et de ce qu'il a essayé de poursuivre en cadrant sa caméra sur ce couple peut-être déjà mythique. Quand je les ai rencontrés, on a d'abord dîné ensemble tous les trois. Et pendant le dîner, j'étais au spectacle. J'ai vu mon film. Les rapports qu'ils avaient à table, je me suis dit, c'est ceux-là qui seront dans le film. Mon métier, c'est d'observer. Le métier de la mise en scène, c'est l'art de la synthèse et de la curiosité. Tout m'intéresse. Je veux dire que Et donc, pendant le repas, je les ai observés. J'ai vu les sujets qu'ils abordaient, la façon dont ils les abordaient, et j'étais au spectacle. Je me suis dit, si j'arrive à filmer ce spectacle, les gens vont se régaler. Ils vont se régaler parce que c'est le jeu du chat et de la souris qu'on retrouve en permanence chez tous les couples. Chez tous les couples, il y en a toujours un des deux qui fuit l'autre, et il y en a toujours un des deux qui est plus amoureux que l'autre. Il y en a toujours un qui court après l'autre. Vous voyez, jusqu'au jour où on arrive à se faire attraper. Donc, ce jeu de séduction et de défense m'a fasciné tout de suite. Je me suis dit, je pense que 50 ans après Un homme et une femme, je vais pouvoir filmer une autre forme de couple. Et c'est vrai que autour de moi, les couples qui marchent le mieux sont ceux qui ont gratté, ceux qui ne se sont pas laissés avoir par le physique. Vous voyez, c'est vraiment une arnaque terrible, le physique. C'est une arnaque terrible. Si les gens savaient à quel point c'est cher. Alors... C'est une arnaque, le physique. Lui qui a eu tant de jolies femmes, est-ce que c'est un compliment pour toutes ces femmes ou pas? Un peu. Je trouve qu'il sait filmer la beauté dans les gens. Là, ce couple, ils sont beaux, mais ils sont beaux pas plastiques. Enfin, ils sont magnifiques, l'un et l'autre. Oui. Mais je trouve que, par exemple, Elsa Zilberstein, il la filme, mais on sent qu'il la filme avec amour. Quand il la filme, souvent en gros plan, hein, on voit qu'elle a pas les 20 ans mais elle est vivante, c'est une femme, elle est rayonnante, et on voit vraiment l'effet des états d'âme de son personnage sur son visage. Et ça, c'est très beau. Chez Jean Dujardin aussi, qui sort petit à petit. Au début, il est dans ce rôle qui est un peu énorme du compositeur, très sûr de lui. Il flirte un tout petit peu avec le cliché. Et puis au fur et à mesure que la relation démarre et la façon dont les caméras fait des gros plans, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu chez Dujardin, que révèle vraiment... Mais aussi avec les rides, aussi avec l'âge, aussi avec ce qui trimballe de ses personnages d'avant. Et ça, il est très très fort. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu chez Dujardin, transparaît dans cet extrait sur les bords du Gange. Regardez. C'est quand même impressionnant. Hein. Ouais. Je sais pas si j'arriverai à me tremper, moi. Oui. Ouais. Vous avez peur ou vous êtes lâche? Oh, c'est clairement la lâcheté. Je sais pas, j'aurais le sentiment d'être un escroc, d'essayer de faire une bonne affaire, vous voyez. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, attendez, je vais vous lire un petit truc, là. Dans certains endroits, l'eau du Gange ne contient plus d'oxygène, rendant toute vie aquatique impossible. Plus d'un tiers des égouts se déversent sans traitement dans le fleuve. Le taux de bactéries poliformes avoisine les 1,5 million par centimètre d'eau, putain. Stop! Je sais, j'ai lu tout ça. En revanche, on peut la boire. Ah bon? Elle est potable. Ouais. Non. Bah non, Anna. Non, mais je sais pas, vous me dites ça, moi je vous écoute, je crois tout ce que vous dites, je suis une idiote. Et les gens, ils viennent pas se laver, ils viennent se purifier. Il n'y a pas 15 millions d'Indiens qui tombent malades. Vous dites des bêtises, hein. Il dit que des bêtises, Dujardin. Mais oui, mais il les dit bien. Il les dit bien, et visiblement, il est sorti purifié, lui aussi, peut-être par l'expérience Lelouch. En tout cas, c'est ce qui transparaît aussi dans l'interview qu'il a accordée, dont nous vous offrons maintenant un extrait où très précisément il dit le plaisir et le bonheur tout simple que lui a procuré de tourner avec Claude Lelouch. J'ai pas vraiment douté, je me suis dit, un peu comme, je sais que Ventura lui avait dit dans L'aventure c'est l'aventure, dis-moi ce film il sortira jamais. Moi je me suis un peu dit ça, quoi. Je me suis un peu dit, tiens, pars comme si ce film ne sortirait jamais. Ce qui m'a enlevé toute pression. Et d'ailleurs, il faut absolument s'enlever de la pression. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai recherché juste après les Oscars, d'ailleurs, beaucoup. Vite, des mecs qui pouvaient être enthousiastes dans leur projet. C'est un mec qui n'a pas peur, Claude, qui n'a jamais eu peur. Il se l'est pris dans la gueule, hein, sa liberté. Hein. Il l'a vachement payé.
Il la paye toujours encore un peu. Mais je crois que c'est le mec qui a le moins peur du cinéma. Une audace. Il fait tapis tout le temps, lui. Il fait tapis, on verra bien. Je me casse la gueule. Au pire, quoi. Je me suis planté. Je vais rebondir sur un autre film. Tant que tu peux. Lelouch, c'est le type qui a le moins peur du cinéma. Tu es d'accord avec ça, Yael ? En tout cas, pas peur, non. Pas peur. Enfin, on voit comment il en parle de son film. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de liberté d'esprit chez lui et à continuer à tourner comme ça sans se soucier de ce qu'on peut dire qui est assez remarquable. On aime, on n'aime pas. La plupart du temps, on aime. Et on ne souhaite qu'une chose, c'est que le film soit le succès annoncé pour Claude Lelouch. Ça fait longtemps et il n'y aura pas de raison. Mais ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Et de toute façon, c'est la semaine des couples mythiques, ou en tout cas des couples en voie de devenir. Celui dont on va parler maintenant, pour terminer, il a déjà sa propre mythologie. Il s'agit de Angelina Jolie et Brad Pitt. Ils partagent l'affiche de Vue sur mer. Il fait chaud soudain, c'est la France, c'est les années 70, c'est Dolce far niente, image. Everybody knows that there is never just the tragedy of life or the humor of life or pure joy of life. Relationships have those extremes. You can absolutely madly love the same person you want to kill. What's cooking, good looking? Writing it, I never assumed we'd actually do it. So I wrote with a certain kind of freedom. Come on. Please stop. Do it. Stop! Stop! I'm blowing you a kiss. I'm blowing you one back. We can experiment and play, and it's oddly a safer environment than any set I've been on before. So we let loose. Brad Pitt, Angelina Jolie, Vue sur mer, un film un peu anniversaire, puisque la première fois qu'ils avaient tourné ensemble, c'était il y a 10 ans pour Mr. and Mrs. Smith. Un grand film. Bon, alors, et il semble que ça soit son dernier film comme actrice. Qu'est-ce qui lui arrive à Angelina ? Elle produit, elle dirige, assez courageusement d'ailleurs en fait. Allez, Vue sur mer et Vue sur l'écran, c'est là-dessus qu'on se quitte. Ciné-Watch, c'est toutes les semaines, c'est en rediff sur vos iPads, c'est l'émission connectée par excellence, donc allez-y, faites-vous plaisir, donnez-nous des signes et bon film, on vous aime.